Au début de l'été de 1944, les champs de Normandie tremblaient sous le tonnerre de l'acier. L'armée allemande se croyait encore invincible. Dans un quartier général de fortune à l'extérieur de Saint-Lô, un groupe d'officiers SS des blindés se tenait autour d'une carte jonchée de flèches rouges et de tasses à café vides. Leur tigre, fierté du Reich, avait écrasé les Sherman, les Churchill et les Cromwell sans distinction. Lorsque la nouvelle parvint d'un nouveau chasseur de chars américain appelé le MD-8 Hellcat, les officiers rirent. « Encore un char de papier » ricana l'un d'eux en allumant une cigarette. À ciel ouvert, blindage léger, probablement fabriqué dans une usine automobile. Les autres se joignirent à lui. Pour eux, les Américains étaient prévisibles, lents, prudents et maladroits. La doctrine allemande était claire. Le blindage gagne par la domination, pas par la vitesse. Avant de reprendre, dites-nous d'où vous nous regardez, et si cette histoire vous touche, assurez-vous d'être abonné, parce que demain, j'ai préparé quelque chose de vraiment spécial pour vous. Mais dans un camp boueux à quelques kilomètres à l'ouest, le capitaine William Bill Garretson et son équipage de 5 hommes se préparaient à leur prouver qu'ils avaient tort. Leur Hellcat, surnommé la Furie nocturne, était posté sous la pluie comme une panthère prête à bondir. À peine 2,5 cm de véritable blindage, une mitrailleuse de calibre 50 sur le dessus et un canon de 76 mm qui semblait trop petit pour la tâche. Pourtant, lorsque Garretson passa sa main sur sa coque, il ressentit quelque chose que les officiers allemands ne ressentiraient jamais, la liberté par la mobilité. « Laissez-les rire », dit-il à son tireur, le caporal David Ortiz. « Nous verrons qui rira quand nous atteindrons 145 km/h. » À l'extérieur, le vent portait un tonnerre lointain, non pas celui du temps, mais celui d'une guerre imminente qui allait réécrire toutes les règles du combat de chars. Les bocages normands, avec leurs haies épaisses et leurs routes étroites, allaient devenir le théâtre d'une nouvelle forme de guerre blindée. Les Allemands, confiants dans leur supériorité technique, ne comprenaient pas encore que la guerre moderne ne se gagnait plus seulement avec de l'acier épais et des canons puissants. Elle se gagnait avec de l'intelligence, de la rapidité et de l'audace. Dans les jours qui suivirent, les premiers rapports commencèrent à arriver au quartier général allemand. Des chars Tigres avaient été détruits, non pas dans des duels frontaux glorieux, mais dans des embuscades éclairs. Les attaquants disparaissaient avant même que les tourelles allemandes puissent pivoter. Les officiers SS, qui riaient quelques jours auparavant, commencèrent à ses yeux, froncer les sourcils. « Comment est-ce possible ?» demanda l'un d'eux en étudiant les rapports de perte. « Nos Tigres ont 100 mm de blindage frontal. Leurs obus ne devraient pas pénétrer. » Mais ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que les Hellcats n'attaquaient jamais de front. Garretson et son équipage avaient perfectionné une tactique simple mais mortelle, frapper et fuir. Ils utilisaient le terrain, se cachant derrière les haies et les bâtiments de ferme, attendant le moment parfait. Lorsqu'un Tigre passait, exposant son blindage latéral plus faible, le canon de 76 mm du Hellcat rugissait. En 3 secondes, l'obus perçait l'acier allemand. En 7 secondes, la Furie nocturne était déjà en mouvement, disparaissant dans un nuage de fumée et de poussière. Le matin du 23 juin, un convoi allemand s'engagea dans une vallée près de Villers-Bocage. À sa tête se trouvaient 3 Tigres, suivis de 6 Panthers et une douzaine de véhicules de soutien. Le commandant du convoi, un vétéran du front de l'Est, était confiant. Il avait combattu à Koursk, survécu à Stalingrad, et il ne craignait aucun char allié. Mais il ne savait pas que 4 Hellcats l'attendaient, cachés dans les arbres de chaque côté de la route. Garretson observait à travers ses jumelles, son cœur battant calmement malgré l'adrénaline. « Attendez mon signal » murmura-t-il dans la radio. « Laissez-les entrer. » Le convoi avança, les moteurs diesel des Tigres grondant comme des bêtes préhistoriques. Lorsque le dernier véhicule de soutien entra dans la zone de mort, Garretson prononça un seul mot. « Maintenant !» 4 canons tirèrent presque simultanément. Les 2 Tigres de queue explosèrent en flammes oranges. Le Tigre de tête pivota sa tourelle, mais avant qu'il ne puisse viser, un deuxième obus le frappa sur le côté, pénétrant la soute à munitions. L'explosion qui suivit projeta la tourelle à 20 mètres dans les airs. Les Panthers tentèrent de riposter, mais les Hellcats étaient déjà partis, leur moteur Wright Cyclone
hurlant alors qu'il filait à travers les chemins de campagne à des vitesses que les chars allemands ne pouvaient même pas imaginer. Ce soir-là, dans le quartier général SS, il n'y avait plus de rire. Les officiers regardaient la carte avec des visages sombres. 8 chars détruits en 15 minutes, aucun Hellcat perdu. Ce n'est pas possible, insista l'un d'eux. Nos tactiques sont supérieures. Notre technologie est supérieure. Mais un jeune lieutenant qui avait survécu à l'embuscade secoua la tête. Leurs chars sont peu, être faibles, dit-il doucement, mais leurs équipages sont des fantômes. Ils sont partout et nulle part. Nous ne pouvons pas combattre ce que nous ne pouvons pas attraper. Dans le camp américain, Garretson et son équipage nettoyaient leurs canons, leurs visages noircis par la lame. Poudre mais leurs esprits légers. Ortiz sourit et dit « Crois-tu qu'ils rient encore, capitaine ?» Garretson secoua la tête, regardant vers l'est où les feux des chars allemands brûlaient encore dans la nuit. « Non, » répondit-il. « Mais nous, oui. » Le matin du 10 à 8 juillet se leva gris et lourd. La pluie s'accrochait au bocage de Normandie comme de la sueur sur la peau de la terre. L'ordre arriva à l'aube. Colonne blindée ennemie repérée à l'est de Saint-Lô, présumée inclure des Tigres Peart. Toutes les unités disponibles doivent intercepter. L'équipage de Garretson n'hésita pas. Le moteur du MD A8 rugit à la vie. Un moteur radial à 12 cylindres, plus avion que char. Le son traversa la brume comme un défi. À l'intérieur, l'équipage s'attacha. Ortiz chargea des obus à haute vélocité. Le sergent Miller, le conducteur, resserra ses gants et sourit. « Elle a faim aujourd'hui, » Garretson répondit. « Alors nourrissons-la. » Hellcat bondit en avant, plus rapide que n'importe quel char que le champ de bataille ait jamais vu. Tandis que les Sherman avançaient péniblement à 25 km à l'heure, la furie nocturne fonçait sur les chemins de terre à près de 145 km à l'heure. La boue éclaboussait contre la tourelle ouverte. Les branches fouettaient l'air comme des griffes. Lorsqu'ils atteignirent la crête surplombant la vallée, ils la virent. Une colonne allemande, serpentant à travers les arbres. Des half-tracks, des camions-citernes de carburant, et au centre, 3 tigres, leurs tourelles tournant paresseusement, comme des prédateurs trop confiants pour craindre quoi que ce soit. Les jumelles de Garretson captèrent les croix noires sur leurs flancs. « Les voilà, » murmura-t-il. « Gâchons-leur la matinée. » Il ordonna aux Hellcat de se mettre en position. Ils étaient surclassés en puissance de feu, en blindage, mais pas en intelligence. La vitesse était leur bouclier. Miller fit glisser le Hellcat derrière une rangée de peupliers, le moteur ronronnant comme un fauve en cage. Le canon de 76 mm pivota lentement, s'alignant sur le premier tigre. Garretson calcula la distance, 800 mètres. Trop loin pour une pénétration garantie sur le blindage frontal, mais le flanc était exposé. « Ortiz, » dit-il calmement, « côté gauche du premier tigre, juste derrière la roue d'entraînement avant. Vise le compartiment moteur. » Ortiz ajusta sa visée, son œil pressé contre le télescope. Sa respiration se calma. Le monde se réduisit à un seul point, la jonction entre la coque et la tourelle du tigre. « Prêt, » dit-il. Garretson compta mentalement jusqu'à 3. Feu. Le canon cracha. L'obus traversa l'air humide du matin en une fraction de seconde. Il frappa exactement où Ortiz avait visé, pénétrant le blindage latéral plus mince du tigre. Une gerbe d'étincelles éclata, suivie d'une épaisse fumée noire. Le moteur Maybach du tigre explosa en flammes. « Touché !» cria Ortiz. Mais Garretson criait déjà. « Miller! Bouge !» Maintenant, le Hellcat jaillit de sa cachette avant même que les Allemands ne comprennent d'où venait le tir. Le moteur Wright hurla alors qu'ils fonçaient le long de la crête, zigzaguant entre les arbres. Derrière eux, les 2 tigres restants pivotèrent leurs tourelles, leurs canons de 88 mm cherchant la cible fantôme. Mais quand ils tirèrent, le Hellcat était déjà à 200 mètres de là, tournant autour du flanc de la colonne comme un loup autour d'un troupeau. « Position suivante », ordonna Garretson. Miller conduisit le char dans un chemin creux,
les chenilles projetant de la terre et des pierres. Ils émergèrent derrière un vieux moulin en pierre, avec une vue dégagée sur le deuxième tigre. Cette fois, la distance était de 600 mètres, meilleure, plus mortelle. Ortiz rechargea avec une efficacité née de 100 exercices. Chargé. Le canon pivota. Garretson voyait le commandant allemand dans sa tourelle, scrutant frénétiquement les alentours, ne sachant pas que la mort l'observait déjà. Feu à volonté. Le second obus vola. Il frappa le tigre sur le côté de la tourelle, pénétrant dans le compartiment des munitions. L'explosion qui suivit fut catastrophique. La tourelle entière se souleva dans un geyser de flammes oranges et de fumée noire, retombant de travers sur la coque. Des silhouettes en feu s'échappèrent, roulant dans la boue pour éteindre les flammes. 2 sur 3, dit Ortiz, mais sa voix était tendue. Le dernier nous cherche. Et il avait raison. Le troisième tigre avait cessé de bouger. Son commandant, un vétéran, avait compris le jeu. Au lieu de poursuivre l'invisible, il s'était positionné derrière un bosquet, attendant que le Hellcat révèle sa position. C'était une bataille de nurse maintenant, un duel mortel entre la patience et l'audace. Garretson réfléchit rapidement. Chaque seconde comptait. L'infanterie allemande convergeait vers leur position. Ils devaient agir ou fuir. « Miller, dit-il doucement, peux-tu nous amener derrière ce verger à notre gauche ? Pleine vitesse ?» Miller jeta un coup d'œil et grimaça. « C'est ouvert sur 50 mètres. S'il nous voit, nous sommes morts. » Garretson hocha la tête. « Alors, il ne faut pas qu'il nous voie. En avant. » Le Hellcat explosa du couvert comme un éclair. Le moteur hurla à pleine puissance, les chenilles mordant dans le sol détrempé. 45 km à l'heure, 60, 80. Le tigre pivota, son canon suivant le mouvement. Mais le Hellcat était trop rapide, trop imprévisible. L'obus allemand de 88 mm siffla derrière eux, manquant de 3 mètres et explosant dans un arbre. Ils plongèrent dans le verger, Miller virant si brutalement que tout l'équipage fut projeté sur le côté. Mais ils étaient vivants. Et maintenant ils avaient l'angle. Le flanc arrière du tigre était exposé, son armure la plus faible tournée vers eux. « Dernière chance, » dit Garretson. « Fais-la compter. » Ortiz ne répondit pas. Il visa, ajusta, respira. Le monde s'arrêta. Puis le canon tira. L'obus traversa l'air et frappa le tigre juste en dessous de la tourelle, pénétrant dans le compartiment moteur et la transmission. Le char allemand s'arrêta net, de la fumée s'échappant de toutes ses ouvertures. La trappe s'ouvrit et l'équipage s'échappa, les mains en l'air. 3 tigres, 3 épaves fumantes. Une matinée. Garretson appuya sa tête contre le métal froid de la tourelle et ferma les yeux un instant. « Rentrons à la maison, » dit-il tranquillement. Alors qu'il s'éloignait, Miller rit nerveusement. « Capitaine, croyez-vous qu'ils comprennent maintenant ?» Garretson regarda en arrière les colonnes de fumée noire s'élevant dans le ciel normand. « Ils commencent à comprendre, » répondit-il. « La vitesse gagne, toujours. Le plan était de la folie, et il fonctionnait précisément pour cette raison. Alors que les commandants allemands s'attendaient à ce que les Américains engagent le combat de front, Garretson divisa son unité en deux. 2 Hellcats attirèrent l'attention en tirant depuis la lisière de la forêt, servant de leurre. Pendant ce temps, la Furie nocturne et un autre MDA-8, indicatif d'appel chien fantôme, prirent la route la plus longue. Un sprint de 5 km autour du flanc, à travers la boue, les clôtures et les villages détruits. À l'intérieur du poste de pilotage, la sueur piquait leurs yeux. La tourelle ouverte les exposait à la pluie et aux éclats d'obus, mais le MDA-8 s'en moquait. Il dansait à travers un terrain que les tigres pouvaient à peine franchir en rampant. Au moment où les Allemands réalisèrent qu'ils étaient en train d'être dépassés par la manœuvre, il était déjà trop tard. Le premier Hellcat, chien fantôme, apparut de derrière un bocage et tira. L'obus de 76 mm hurla à travers la vallée et frappa la plaque arrière du tigre, son seul véritable point faible. L'explosion fut instantanée. Des flammes jaillirent, une bête d'acier réduite au silence. La panique se propagea dans la colonne allemande. Les officiers hurlèrent des ordres, les tourelles pivotèrent frénétiquement, cherchant un ennemi qui refusait de rester immobile.
La voix de Garretson résonna dans la radio, calme mais féroce. « Continuez à bouger, ne vous arrêtez jamais. Nous sommes des fantômes, les gars, des fantômes qui tuent des tigres. » Les Hellcats se faufilèrent à travers la fumée comme des spectres, tirant, se repositionnant, disparaissant à nouveau. Chaque fois que les tigres visaient, les Américains étaient déjà partis, leurs moteurs hurlant comme des démons dans la brume. Pour la première fois, les officiers SS cessèrent de rire. Le deuxième tigre tenta de riposter, son canon de 88 mm cherchant désespérément une cible. Son commandant, un homme avec 3 ans d'expérience sur le front de l'Est, savait qu'il était en train de perdre le contrôle de la bataille. Il avait combattu des 34 soviétiques, survécu aux steppes gelées de Russie. Mais ceci était différent. Ces Américains ne respectaient aucune règle. Ils n'engageaient pas le combat de manière honorable. Ils frappaient et fuyaient comme des voleurs dans la nuit. Tous les véhicules. Formation défensive, cria-t-il dans sa radio, mais c'était inutile. Les Hellcats n'attaquaient pas une formation, ils la démontaient pièce par pièce. La furie nocturne surgit d'un verger, son moteur Wright Cyclone rugissant à pleine puissance. Ortiz avait déjà le tigre dans sa mire. Distance, 150 mètres. Cible verrouillée. Garretson n'hésita même pas. Feu. L'obus traversa l'espace entre eux en moins d'une seconde. Il frappa le côté du tigre, juste sous la tourelle où le blindage passait de 100 mm à 50. Le métal céda. L'intérieur du char explosa alors que les munitions stockées s'embrasaient. La tourelle se souleva légèrement puis retomba, tordue et déformée. 2 tigres en moins. Mais la bataille était loin d'être terminée. Le troisième tigre, commandé par un vétéran rusé nommé Hauptmann Klaus Steiner, avait observé toute la séquence. Il comprenait maintenant. Ces chars américains étaient rapides, trop rapides pour être poursuivis. Mais ils étaient également fragiles. Un seul coup, n'importe où sur leur coque mince, et ils exploseraient comme du papier. Il devait juste les forcer à s'arrêter, à se battre sur ces termes. Il ordonna à son conducteur de positionner le tigre derrière un mur de pierre épais, n'exposant que le blindage frontal massif. Puis il attendit. Garretson vit immédiatement le piège. Le tigre était en position de coque en bas, presque invulnérable de face. « Il est intelligent, celui-là », murmura-t-il. Miller demanda. « On recule ?» Garretson secoua la tête. « Non, on la tire dehors. » Il prit la radio. « Chien fantôme, tu es en position ?» Une voix crépitante répondit. « Affirmatif, prêt sur ton signal. » Garretson sourit. « Dans 30 secondes, montre-toi à sa gauche. Juste assez pour qu'il te voie, puis disparaît. » Le plan était risqué, mais c'était leur seule chance. Chien fantôme émergea de sa cachette, exposé pendant exactement 3 secondes. C'était suffisant. Steiner pivota sa tourelle, son instinct de chasseur prenant le dessus. Le canon de 88 mm tonna. L'obus manqua Chien fantôme de seulement 2 mètres, explosant dans un arbre derrière lui. Mais ces 3 secondes de distraction étaient tout ce dont Garretson avait besoin. La furie nocturne jaillit de l'autre côté, le flanc du tigre maintenant exposé. Ortiz n'eut même pas besoin d'ordre. Il tira instinctivement, son entraînement prenant le contrôle. L'obus frappa la jonction entre la coque et la tourelle, l'endroit où le blindage était le plus faible pour permettre la rotation. Le métal se déchira. L'explosion interne fut dévastatrice. Le tigre s'immobilisa, de la fumée noire s'échappant de toutes les ouvertures. Steiner survécut, grimpant hors de la tourelle avec 2 membres de son équipage. Il regarda le Hellcat qui s'éloignait déjà, disparaissant dans la brume comme un spectre. Pour la première fois de sa carrière, il comprit ce que signifiait être surpassé non par la force, mais par la vitesse et l'intelligence. Il tomba à genoux dans la boue, ses mains tremblantes, son invincibilité brisée. À des kilomètres de là, dans le quartier général SS, les rapports s'accumulaient. 8 tigres perdus en 2 jours. Pas dans de glorieuses batailles frontales, mais dans des embuscades éclairs. Les pertes étaient inacceptables. Le moral s'effondrait. Un colonel claqua son poing sur la table. Comment arrêtons-nous ces démons? Personne n'avait de réponse. Dans le camp américain, Garretson et ses hommes nettoyaient leurs armes en silence. Ils avaient prouvé leur point.
La vitesse battait l'armure, l'intelligence battait la force brute, et dans les bocages de Normandie, les Hellcats avaient écrit une nouvelle page dans l'histoire de la guerre blindée. Miller brisa finalement le silence. Combien en reste-t-il? Garretson regarda vers l'horizon où le soleil se couchait sur les champs déchirés par la guerre. Assez, dit-il tranquillement, assez pour que nous continuions la chasse. Au milieu de l'après-midi, la vallée était en flammes. Des camions allemands jonchaient la route comme des jouets écrasés. Mais un tigre restait. Le Tigre 222, commandé par le Hauptsturmführer Klaus Richter, un officier connu pour sa cruauté et sa fierté. Le Tigre de Richter trônait au sommet de la colline 310 à 7, une forteresse naturelle. Son canon commandait la route en contrebas, la seule voie d'évacuation pour les Hellcats. « Retirons-nous » pressa Ortiz. « Cette colline, c'est du suicide. » Garretson secoua la tête. « Si nous fuyons maintenant, il massacrera l'infanterie demain. Nous finissons ceci. » Ils contournèrent largement, restant bas derrière la fumée. Le plan de Garretson était simple. Attirer le feu du tigre, le forcer à exposer son flanc, puis frapper à pleine vitesse. Chaque calcul, chaque risque se résumait au timing. Le Hellcat bondit en avant. À travers les murs brisés, à travers les champs en feu, à travers le fantôme d'un village qui avait autrefois un nom, le tigre les repéra et tira. Un coup de tonnerre, l'obus manqua de quelques centimètres, l'onde de choc faisant vibrer leurs dents. Garretson hurla. « Accélère à fond !» Miller enfonça l'accélérateur. Le Hellcat hurla en montant la pente, 145 km à l'heure de défiance. À cette vitesse, même la tourelle du tigre ne pouvait pas suivre. Le Hellcat atteignit la crête, tourna brusquement et tira. L'obus toucha sa cible. Le blindage arrière du tigre se fracassa. Le feu jaillit des écoutilles. Les officiers SS, observant depuis la crête, virent l'impossible. Un véhicule américain léger surpassant en manœuvre et tuant le char le plus redouté au monde. Richter n'en sortit jamais. Alors que les flammes consumaient le tigre, Garretson expira, l'odeur d'huile brûlée et de victoire emplissant l'air. Il murmura « C'est pour chaque homme dont ils ont dit qu'ils ne pouvaient pas riposter. » Mais la bataille pour la colline 310 à 7 n'était pas terminée. Alors que le tigre de Richter brûlait, un second char allemand émergea de derrière un bosquet d'arbres carbonisés. C'était un Panther, plus rapide que le tigre, avec un canon de 75 mm, capable de percer n'importe quel blindage allié à moyenne portée. Son commandant, un jeune lieutenant nommé Werner Hoffmann, n'avait que 23 ans, mais avait déjà survécu à 10 à 8 engagements. Il avait observé toute la bataille et appris de l'erreur fatale de Richter. Ne jamais sous-estimer la vitesse américaine. « Ortiz, rechargez !» cria Garretson. Mais son tireur répondait déjà, ses mains bougeant dans un balai mécanique né de l'entraînement répété. La douille vide tomba avec un bruit métallique. Un nouvel obus glissa dans la chambre. Chargé. Mais le panthère avait déjà tiré. L'obus siffla au-dessus de la furie nocturne, manquant la tourelle ouverte de moins d'1 mètre. S'il avait été plus bas, toute l'équipe aurait été décimée. Préparée et racontée, cette histoire nous a pris beaucoup de temps. Alors, si vous l'appréciez, abonnez-vous à notre chaîne, cela compte énormément pour nous. Maintenant, retournons à l'histoire. Miller, descends cette colline. Maintenant, ordonna Garretson. Le conducteur fit pivoter le Hellcat, les chenilles mordant dans le sol meuble au sommet de la colline. Le char américain plongea vers le bas, la gravité et la puissance du moteur, se combinant en une descente contrôlée au bord du chaos. Derrière eux, le Panther les poursuivait, son moteur diesel grondant comme un prédateur enragé. La course qui suivit fut un cauchemar d'adrénaline pure. Le Hellcat zigzaguait entre les cratères d'obus et les carcasses de véhicules brûlés, Miller utilisant chaque once de terrain à son avantage. Le Panther tirait encore et encore, ses obus creusant la terre autour d'eux, envoyant des gerbes de terre et de pierres dans l'air. Un obus frappa un arbre à leur gauche, l'explosion projetant des éclats de bois qui déchirèrent le bras de Miller, mais il continua à conduire, ses dents serrées contre la douleur. « J'ai besoin d'un angle !» cria Ortiz, son œil pressé contre le viseur de tir.
Je ne peux pas le toucher quand nous bougeons comme ça. Garretson réfléchit rapidement. Ils avaient besoin d'arrêter, de se stabiliser pour un tir précis, mais s'arrêter signifiait mourir, à moins que… Miller, tu vois ce ravin à 2 heures? Miller jeta un coup d'œil et hocha la tête. Le fossé anti-char. Oui. Plonge dedans. Ce que Garretson demandait était insensé. Le fossé anti-car avait été creusé par les Allemands des semaines auparavant pour empêcher les chars alliés d'avancer. C'était une tranchée de 3 mètres de profondeur et 4 de largeur. La plupart des chars ne pouvaient pas en sortir. Mais le Hellcat n'était pas la plupart des chars. Miller visa le fossé et accéléra. Ils plongèrent dedans, le choc, projetant tout l'équipage violemment vers l'avant. Pendant 3 secondes cruciales, ils étaient invisibles, cachés sous le niveau du sol. Le Panther ralentit, Hoffman confus par la disparition soudaine de sa proie. Il avança prudemment, son canon balayant le terrain. C'était l'erreur qu'attendait Garretson. « Maintenant, Miller, sortez-nous de là !» Le conducteur engagea la marche avant, le moteur Wright hurla, et le Hellcat explosa hors du fossé, comme un dauphin jaillissant de l'océan. Pendant un instant suspendu dans le temps, ils étaient en l'air, les chenilles tournant dans le vide. Puis ils atterrirent avec un choc brutal, mais stable, et maintenant ils avaient l'angle parfait. Le Panther était à moins de 200 mètres, son flanc exposé. Horthy n'avait même pas besoin d'ajuster. Feu. Le canon du Hellcat rugit. L'obus traversa la distance presque instantanément et frappa le Panther sur le côté, pénétrant dans le compartiment moteur. Le char allemand s'arrêta net, de la fumée blanche jaillissant de l'arrière. Hoffman et son équipage s'échappèrent, courant loin du véhicule condamné avant qu'il n'explose. Le Silence tomba sur la colline 310 à 7. 2 épaves fumantes marquaient maintenant son sommet. Garretson regarda autour de lui, son équipage épuisé mais vivant. Le bras de Miller saignait, mais il souriait toujours. Ortiz était effondré contre la paroi de la tourelle, haletant. Le chargeur, le jeune Private Jackson, avait les mains tremblantes, mais ses yeux brillaient de quelque chose qui ressemblait à de la fierté. « Est-ce que c'est fini ?» demanda Jackson, sa voix à peine un murmure. Garretson regarda l'horizon où plus de fumée s'élevait. Signe d'autres batailles, d'autres guerres qui attendaient. « Pour aujourd'hui, » répondit-il. « Pour aujourd'hui, c'est fini. » Ils descendirent lentement la colline, la furie nocturne grondant doucement, sa coque couverte de boue et de suie, mais intacte. Derrière eux, la colline 310 à 7 brûlait, un monument aux hommes qui avaient combattu là et à ceux qui ne rentreraient jamais chez eux. Au crépuscule, la bataille était terminée, mais le coup avait été lourd. Des 5 Hellcats qui étaient entrés dans le combat, 2 n'étaient plus que des épaves fumantes. Chien Fantôme avait été touché pendant la retraite. Son équipage disparut avec lui. Garretson se tenait debout à côté de la coque fumante, casque à la main. La pluie recommença à tomber, sifflant en rencontrant le métal brûlant. Un infirmier s'approcha. « Vous avez sauvé toute la ligne, capitaine. L'avancée allemande est brisée. » Garretson hocha la tête, mais ses yeux restèrent fixés sur le tigre en flammes. « Il disait que nous étions imprudents, » murmura-t-il. « Peut être que nous le sommes, mais parfois, la vitesse est la seule armure que vous avez. » Derrière lui, les équipages survivants se rassemblèrent, couverts de boue, épuisés, mais vivants. Ils avaient accompli ce que personne ne pensait possible. Affronter les chars les plus redoutés d'Europe et gagner. La nouvelle se répandit rapidement dans les rangs alliés. Des histoires sur les fantômes de Saint-Lô circulèrent, des équipages américains qui se déplaçaient plus vite que l'ennemi ne pouvait viser. Et quelque part dans un quartier général allemand, les mêmes officiers qui s'étaient autrefois moqués du Hellcat restaient maintenant assis en silence, fixant des photographies de tigres brûlés et de camions renversés. L'un d'eux, le capitaine Weiss, marmonna amèrement. « Ils n'ont pas de blindage, et pourtant ils sont intouchables. » Un autre répondit doucement. Mais pour Garretson et ses hommes, la victoire avait un goût amer. Cette nuit-là, dans un camp de fortune installé dans les ruines d'une ferme normande, ils se réunirent, autour d'un feu faible. Personne ne parlait beaucoup. Miller avait le bras bandé, la plaie d'éclats de bois nettoyée et suturée, mais toujours douloureuse.
Horty nettoyait mécaniquement son fusil, ses mains effectuant les mouvements par pure habitude. Jackson, le plus jeune de l'équipage, avait à peine 20 ans et regardait fixement les flammes, essayant de ne pas penser aux hommes de chien fantômes qu'il avait connus depuis l'entraînement de base. « Combien en avons-nous eu aujourd'hui » demanda finalement Miller, rompant le silence. Garretson compta dans sa tête. 4 tigrets confirmés, 2 panthères. Peu. Être une douzaine de véhicules de soutien. Ortiz siffla doucement. En une seule journée. Il secoua la tête. Les gars du Tank Destroyer comment ne nous croiront jamais. Garretson sourit faiblement. Ils n'ont pas besoin de nous croire. Les Allemands le savent, et c'est tout ce qui compte. Un lieutenant des renseignements arriva peu après, minuit, apportant des cartes et des rapports de reconnaissance. Capitaine Garretson, le commandement veut que vous sachiez que votre action d'aujourd'hui a empêché une contre-offensive majeure. Les Allemands regroupaient 3 divisions blindées pour une poussée vers Carentan. Vos frappes ont détruit leur élément de tête et semé la confusion dans leurs rangs. Ils se replient maintenant vers leurs positions défensives. Il marqua une pause. Il y aura des médailles pour cela. Garretson ne répondit pas immédiatement. Il pensait aux 2 équipages perdus, à Ghost Dog et son commandant, le lieutenant Marcus Webb, un type de Boston qui racontait toujours des blagues terribles et rêvait d'ouvrir un garage après la guerre. Il pensait au sergent Rodriguez et à son équipage dans l'autre Hellcat perdu, des hommes qu'il avait entraînés, mangé avec, ri avec. Des médailles ne ramèneraient personne. Gardez les médailles, dit-il finalement. Donnez-les aux familles. Elles en ont plus besoin que nous. Le lieutenant sembla sur le point de dire quelque chose, puis hocha simplement la tête et partit. Après son départ, Ortiz parla doucement. « Tu sais qu'ils avaient raison de nous appeler imprudents. » Garretson le regarda. « Que veux-tu dire » Le tireur haussa les épaules. « Nous avons chargé des tigres dans un char avec moins de blindage qu'une voiture. Nous nous sommes précipités sur des collines que l'infanterie aurait mis des heures à sécuriser. Nous avons pris tous les risques. » Il s'arrêta. Et 2 équipages sont morts. Le silence tomba à nouveau sur le groupe. C'était la question qu'aucun d'eux ne voulait affronter. Avait-il été courageux ou simplement imprudent? La ligne entre l'héroïsme et l'insouciance était-elle aussi mince qu'un millimètre de blindage? Garretson fixa le feu pendant un long moment avant de parler. « Tu as raison. Nous avons pris des risques. Nous avons été imprudents. » Il regarda chacun de ces hommes. Mais si nous n'avions pas été là, combien d'hommes de l'infanterie seraient morts demain? 50? 100? Combien de Sherman, plus lents et plus lourds, auraient été déchirés alors qu'ils essayaient de faire ce que nous avons fait? Il se pencha en avant. La guerre nous donne des choix impossibles. Nous pouvons jouer la sécurité, suivre toutes les règles, et regarder de bons hommes mourir pendant que nous attendons le moment parfait qui ne vient jamais, ou nous pouvons utiliser ce que nous avons. La vitesse, la surprise, l'audace, et faire la différence. Oui, c'est dangereux. Oui, nous perdons des hommes, mais nous en sauvons davantage. Il marqua une pause. C'est le marché que nous avons fait quand nous sommes montés dans ces chars. Miller hocha lentement la tête. Webb aurait été d'accord avec ça. Il disait toujours qu'il préférait vivre 30 secondes comme un lion que 30 ans comme un mouton. Jackson sourit faiblement. Il disait aussi qu'il préférait mourir en mangeant du homard qu'en se faisant tirer dessus. Mais je suppose que nous ne pouvons pas tout avoir. Le rire qui suivit était faible, mais c'était un rire, et c'était suffisant. Au cours des jours suivants, d'autres Hellcats arrivèrent pour remplacer les pertes. De nouveaux équipages, jeunes et nerveux, écoutèrent avec de grands yeux, tandis que les vétérans partageaient leurs leçons durement gagnées. « N'arrêtez jamais de bouger, » leur dit Ortiz. « Le moment où vous vous arrêtez, vous êtes mort. » Miller ajouta. « Utilisez le terrain. Chaque arbre, chaque bâtiment, chaque fossé est votre allié. » Garretson leur dit la chose la plus importante. « Votre vitesse n'est pas une faiblesse, c'est votre force. Ne la gaspillez jamais en essayant de vous battre comme un Sherman ou un Tiger. Vous êtes un Hellcat, agissez comme tel. » Une semaine après la bataille de la May, colline 310 à 7, un officier du renseignement britannique visita le camp.
Il apportait des documents capturés, des journaux de guerre allemands et des rapports après action. « Vous aimeriez peu être lire ceci », dit-il en tendant une page traduite à Garretson. C'était d'un commandant de Panzer, décrivant les tactiques du Hellcat. Les mots étaient révélateurs. L'ennemi refuse le combat traditionnel. Leurs véhicules légers attaquent avec une vitesse extrême, frappent nos points faibles et disparaissent avant que nous puissions riposter. Nos équipages sont terrorisés. Le moral est bas. Nous avons perdu plus de chars face à ces Hellcats en 2 semaines que face aux Sherman en 2 mois. Recommandation: éviter l'engagement si possible. Garretson lut le document 2 fois, puis le passa à ses hommes. Lorsqu'ils eurent tous fini, il le plia soigneusement et le mit dans sa poche. « Gardez cela, dit Ortiz. Quand vous doutez, rappelez-vous, nous avons changé la façon dont ils pensent à la guerre. » Garretson hocha la tête. « Et nous avons payé le prix pour cela. N'oublions jamais ça non plus. » Alors que le soleil se couchait ce soir-là, Garretson se tint seul près de la furie nocturne. Le char avait été réparé, repeint, réapprovisionné. Il était prêt pour la prochaine bataille. Il passa sa main sur la coque criblée d'éclats, sentant chaque cicatrice, chaque histoire. « Tu es une bête étrange, » murmura Teil au char. « Fragile mais mortelle, faible mais inarrêtable. » Il sourit. « Comme nous tous, je suppose. » Dans l'obscurité grandissante, les feux du camp brillaient comme des étoiles tombées sur terre. Quelque part dans cette lumière, ces hommes riaient, racontaient des histoires, se préparaient pour demain, et demain, ils remonteraient dans leurs Hellcats et le feraient à nouveau, parce que c'était ce qu'ils faisaient. C'était ce qu'ils étaient. Les fantômes de Saint-Lô, intouchables, inarrêtables, et malgré tout, toujours humains. Lorsque la guerre se termina en mai 1945, la majeure partie du monde oublia le nom Hellcat. Il fut éclipsé par les Sherman, les Pershing, les légendaires Tigres. Mais parmi les hommes qui combattirent en Normandie, le MDA-8 devint quelque chose d'entièrement différent, un symbole de défi par l'ingéniosité. Dans l'Allemagne d'après-guerre, les historiens en parleraient avec une admiration réticente. Les Américains ont introduit une philosophie que nous ne pouvions pas comprendre, que le mouvement lui-même est une arme. Le capitaine Garretson rentra chez lui dans l'Ohio fin 1945. Il travailla comme mécanicien, épousa une infirmière qu'il avait rencontrée en France et ne parla jamais une seule fois de la guerre. Mais chaque juillet, à l'anniversaire de cette bataille près de Saint-Lô, il conduisait jusqu'à un vieux terrain d'aviation et restait seul, regardant le coucher du soleil. Une année, un journaliste le trouva là et demanda « Est-ce que le Hellcat vous manque parfois ?» Garretson sourit faiblement. « Me manquer ? Non, mais parfois, quand le vent est favorable, je jure que j'entends encore son moteur. » Il regarda vers l'horizon, calme maintenant, paisible. « Nous n'étions pas des héros, dit-il doucement. Nous étions juste plus rapides que la peur. Alors que la lumière s'estompait sur les champs de Normandie, un seul fait demeurait gravé dans l'histoire, qu'un après-midi trempé par la pluie en 1944, tandis que des officiers SS se moquaient depuis leurs cartes, une poignée d'Américains prouva que le courage, la vitesse et l'ingéniosité pouvaient vaincre même l'acier le plus lourd. Les tigres avaient rugi. Mais les Hellcats avaient volé. Les années passèrent et les hommes qui avaient combattu dans les Hellcats vieillirent. Certains se réunissaient, une fois par an, partageant des histoires que leur famille avait entendues 100 fois, mais écoutaient toujours poliment. D'autres restèrent silencieux, gardant leurs souvenirs enfermés dans des endroits profonds où même leurs proches ne pouvaient pas atteindre. Mais tous portaient avec eux quelque chose d'invisible, quelque chose forgé dans la fumée et le feu des bocages normands. La connaissance qu'ils avaient fait quelque chose d'important, quelque chose qui comptait. Ortiz retourna au Texas et devint professeur de mathématiques dans une école secondaire. Il ne parlait jamais de la guerre à ses élèves, mais parfois, en enseignant la physique du mouvement, de la vitesse et de la force, ses yeux prenaient une expression lointaine et ses étudiants se demandaient à quoi il pensait. Un jour, un élève curieux lui demanda s'il avait servi pendant la guerre. Ortiz hocha la tête. « J'étais tireur dans un destroyer de chars, dit-il simplement. L'élève demanda. Avez-vous déjà touché quelque chose ?»
Ortiz sourit tristement. Oui, dit-il. J'ai touché beaucoup de choses, trop de choses. Il ne dit rien de plus. Miller, dont le bras avait guéri, mais portait encore les cicatrices des éclats de bois de la colline 300 dit à Cep, devint chauffeur de camion. Il parcourait les routes américaines, livrant des marchandises d'un océan à l'autre. Parfois, sur les longues étendues droites du Midwest, il accélérait, poussant son camion aussi vite qu'il irait, et pendant ces brefs moments, il se souvenait de ce que c'était de voler à travers les champs de France à des vitesses qui défiaient la mort elle-même. Sa femme le grondait pour ses excès de vitesse, mais elle ne comprenait pas, ne pourrait jamais comprendre, le besoin qu'il avait de sentir ce rush d'adrénaline encore une fois. Jackson, le plus jeune de l'équipage de Garretson, retourna à l'université après la guerre et devint ingénieur. Il travailla sur des automobiles, puis plus tard sur l'équipement aérospatial pour le programme spatial naissant. Lorsqu'on lui demandait ce qui l'avait inspiré à entrer dans l'ingénierie, il parlait souvent d'un char qu'il avait connu, un véhicule qui avait été construit avec l'idée que la vitesse et l'intelligence pouvaient surmonter la force brute. Le Hellcat m'a appris, disait-il, que les meilleures solutions ne sont pas toujours les plus évidentes. Parfois, il faut penser différemment, accepter des compromis que d'autres considéreraient comme des faiblesses et transformer ces faiblesses en force. Dans les décennies qui suivirent, les historiens militaires débattirent de l'importance du MD-8 Hellcat. Certains le rejetaient comme un expédient de guerre, un véhicule né de la nécessité plutôt que de la conception. D'autres le voyaient comme une révolution dans la pensée tactique, un précurseur des systèmes d'armes modernes qui privilégiaient la mobilité et la technologie plutôt que l'armure pure. Mais pour les hommes qui l'avaient conduit, tiré depuis ses tourelles ouvertes et fait courir à travers le feu de l'enfer, le Hellcat était quelque chose de plus personnel. C'était le char qui les avait gardés en vie. Un musée militaire en Pennsylvanie acquit l'un des Hellcats survivants dans les années 60. Ils le restaurèrent méticuleusement, repeignant sa coque vert olive, remplaçant les pièces usées, le faisant ressembler à nouveau comme neuf. Lorsqu'ils l'ouvrirent pour exposition, ils invitèrent des vétérans à la cérémonie. Garretson y alla, maintenant dans la soixantaine, ses cheveux gris et son dos légèrement voûté. Il se tint devant le Hellcat pendant un long moment, sa main reposant sur la coque froide. Un jeune conservateur du musée s'approcha. « Monsieur Garretson, avez-vous vraiment combattu dans l'un de ces chars ?» Garretson hocha la tête. « Oui, pas celui-ci, mais un comme lui. » Conservateur sembla excité. « Pouvez-vous nous dire à quoi ça ressemblait? L'expérience réelle ?» Garretson réfléchit longuement à la question. Comment pouvait-il expliquer ce que c'était que d'être assis dans une boîte de métal fragile, exposé au ciel, sachant qu'un seul coup bien placé vous tuerait, vous et tous vos amis? Comment pouvait-il décrire la terreur et l'exaltation de charger un char ennemi 10 fois plus puissant, pariant tout sur la vitesse et le timing? C'était, dit-il finalement, comme monter à cheval à travers une tempête de feu. Vous saviez que vous pourriez tomber à tout moment, mais vous continuiez à avancer parce que c'était votre seule chance. Il marqua une pause. Et parce que les hommes à côté de vous comptaient sur vous pour ne pas tomber. Le conservateur griffonna des notes. Mais Garretson savait que les mots ne pouvaient jamais vraiment capturer cela. Certaines choses ne peuvent être comprises que par ceux qui y étaient. En 1994, 50 ans après la bataille de la colline 310 à Cep, une petite cérémonie se tint en Normandie. Des officiels français avaient érigé un monument commémorant la bataille, avec des plaques nommant les unités qui avaient combattu là. Garretson y fut invité, l'un des derniers membres survivants de son équipage. Ortiz était décédé 2 ans auparavant d'une crise cardiaque. Miller avait succombé au cancer. Jackson vivait encore mais était trop fragile pour voyager. Garretson se tint sur la colline, maintenant pacifique et couverte d'herbes vertes, et essaya de la réconcilier avec la scène de chaos et de feu dont il se souvenait. Les champs en contrebas, où ils avaient couru à des vitesses folles, étaient maintenant des pâturages pour les vaches. Le village qu'ils avaient traversé, autrefois en ruine, avait été reconstruit, ses maisons blanchies à la chaux brillant au soleil. C'était comme si la guerre n'avait jamais eu lieu, sauf dans les mémoires d'hommes âgés et les monuments de pierre. Un jeune soldat français, faisant partie de la garde d'honneur, s'approcha de lui. En anglais hésitant, il dit « Monsieur,
Merci pour ce que vous avez fait ici. Mon grand-père était un garçon dans ce village. Il m'a dit que sans les soldats américains, il n'aurait jamais grandi pour avoir une famille. Garretson sentit sa gorge se serrer. Nous avons fait ce que nous devions faire, dit-il doucement. Rien de plus. Mais le jeune soldat secoua la tête. Non, monsieur, vous avez fait plus. Vous avez prouvé que le courage n'est pas seulement de tenir bon. Parfois, c'est savoir quand courir, et courir si vite que l'ennemi ne peut pas vous rattraper. Cette nuit-là, seul dans sa chambre d'hôtel, Garretson écrivit une lettre aux familles de Webb, Rodriguez et tous les autres hommes qui étaient morts dans les Hellcats. Il l'avait écrit 100 fois dans sa tête, au cours des décennies, mais ne l'avait jamais mise sur papier. Maintenant, sentant que son propre temps était court, il savait qu'il devait le faire. Il écrivit sur le courage, sur le sacrifice, sur les hommes qui avaient donné tout pour que d'autres puissent vivre. Il écrivit sur les Hellcats et comment ils avaient changé la guerre, et il écrivit sur l'honneur qu'il ressentait d'avoir servi à leur côté. Le capitaine William Garretson mourut dans son sommeil en 1996, 2 ans après ce voyage en Normandie. À ses funérailles, Jackson lut un extrait du manuel d'entraînement du Hellcat. La vitesse est la vie, l'immobilité est la mort. Puis il ajouta ses propres mots. Et il l'a vécu chaque jour de sa vie. Aujourd'hui, quelques MD-8 Hellcats survivent dans les musées. Ils se dressent silencieusement, leurs tourelles ouvertes vers le ciel, leurs canons pointés, vers des ennemis qui n'existent plus. Les visiteurs les regardent et lisent les plaques décrivant leurs spécifications. Blindage mince, vitesse élevée, canon de 76 mm. Mais les chiffres ne racontent pas toute l'histoire. Ils ne peuvent pas capturer l'esprit des hommes qui les ont conduits, la philosophie qui les a guidés, l'héritage qu'ils ont laissé. Ensuite, 2 autres histoires exceptionnelles vous attendent à l'écran. Si celle-ci vous a touché, vous ne voudrez pas manquer les suivantes. Cliquez et allez les découvrir. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.